Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an? On vient vous prouver qu'on n'est pas illettré, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. C'est honteux qui s'occupent de son économie puis qui gèrent tout ça, déjà. Hein. Quand on voit qu'il y a des bugs dans leurs trucs, ils ne sont pas fichus de déclarer leurs impôts, nous on est déclarés, on n'est pas illettrés. Se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système, et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir, hein, et comment il va rendre les Français un peu plus... Et qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. Voilà, c'est très bien. Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur. Et quant aux remarques sur son costume, La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Mais donnez du travail. sur la loi travail, pas question non plus de se laisser faire. Le professeur Macron tente de se faire comprendre sans grand succès. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Les emplois, c'est l'activité économique qui les créera. La réduction Donc, du temps de travail. on n'a pas... Non, mais ça, pardon de vous le dire, essayez... Écoutez, Mais créez votre entreprise, essayez de réduire le temps de travail, et vous allez voir, si ça marche. Je suis contre la marchandisation des systèmes. Mais c'est très bien. Emmanuel Macron entend aussi le témoignage d'une jeune femme confrontée au chômage de longue durée. Là, comment je vais faire? Là, ce mois-ci, il manque 150 € pour payer mon loyer. Le mois prochain, je sais pas comment je vais faire. Vous comprenez dans quel truc on est? J'ai envie de limite à pleurer, quoi. Vous comprenez même pas dans quelle situation je suis. Et je suis pas la seule. On est des millions en France à être dans cette situation-là. Le ministre de l'économie repartira avec son CV. Puis la situation se crispe et le dialogue se clôt lorsqu'un militant menace le ministre. Ne lisez pas. Non, moi je vous menace pas, vous me menacez pas. D'ailleurs, ce que la jeunesse est désespérée. Oui, la jeunesse, elle n'est pas que désespérée, il y en a une aussi qui veut bosser, celle-là on va la faire avancer. Et après avoir reçu des œufs sur la tête à Montreuil, en déplacement à Nancy tout à l'heure, le jeune ministre a été très vivement interpellé par un militant qui a brandi sous son nez un bleu de travail, référence à la fameuse affaire du costard. Faites évacuer la salle, il y a un risque de terrorisme social. Il y a un risque de terrorisme social, il y a une minorité. Monsieur Macron, je nécessite un bleu de travail. Ce n'est pas un métro à costard, monsieur Macron. Ce n'est pas un métro à costard au travail. C'est un métro à bleu de travail, je vous l'offre, monsieur Macron. Vous êtes une minorité privilégiée. Avant-hier, ici, il n'y a que des minorités. Vous êtes avant-hier 2,4 millions d'euros. En 18 mois, vous vous êtes fait. Monsieur Macron, vous représentez une minorité. Les Français, ils sont bons. Je dis pas bonjour. Oui, j'ai jamais dit ça. Ne me touchez pas. 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 Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français c'était bon en rien et vous venez là. Allez, non, vous avez dit que les Français c'était bon en rien. On est d'accord ou pas? Je n'ai jamais dit ça. Vous ne passerez pas. On n'a jamais voté, on votera pour que vous ne passerez pas. On n'est pas en rien et ne venez pas nous voir à Marseille. Je ne viens pas en Marseille. C'est pas seulement vous, Marseille. Ne venez pas nous voir. C'est vous qui êtes pas en rien. Vous n'avez rien fait. Pendant le quinquennat, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas en rien. Tous les grands médias, toute l'oligarchie essaye de promouvoir M. Macron. D'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle. On dit que dans le tout Paris, à la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie, qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez, qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. J'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça en message subliminal passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, voilà.
Emmanuel Macron, donc né le 21 décembre 1977, qui a bientôt 40 ans, haut fonctionnaire, banquier d'affaires, et qui est devenu récemment homme politique français. Il est inspecteur des finances, il est banquier d'affaires chez les Rothschild. On n'est pas vraiment à la gauche de la gauche. Là, pour un socialiste, débarquer directement des Rothschild pour gérer les affaires de la France, c'est encore pour un gouvernement socialiste assez surprenant. Et secrétaire général adjoint du président de la République entre 2012 et 2014, et ministre de l'économie et de l'industrie depuis 2014. Et je me suis demandé comment un inconnu a pu avoir une ascension aussi fulgurante sans avoir fait ses preuves de façon électorale, sans avoir été élu. Emmanuel Macron a été présenté à François Hollande par Jacques Attali. Jacques Attali sur la gauche, donc qui est un ami d'Emmanuel Macron, a été présenté. Donc Macron a été présenté à François Hollande par Jacques Attali comme étant un jeune homme brillant et qu'il fallait absolument embaucher. Jacques Attali a toujours été un peu l'homme de l'ombre, tout gouvernement confondu. Il était déjà conseiller de François Mitterrand. Il a été sous Sarkozy. Vous savez, Sarkozy l'a appelé pour faire le fameux rapport sur la libération de la croissance. À chaque fois, on l'appelle pour faire des trucs comme ça, et il nous fait un petit livre qui n'a absolument aucune valeur, un livre ou une étude. Pire que ça, Jacques Attali va aussi dire que non seulement Emmanuel Macron est le candidat idéal pour 2017, mais il dit aussi sur BFM TV qu'il connaît la prochaine candidate. Il connaît peut-être la prochaine présidente française au-delà de 2022. Il a déjà repéré des talents et il sait très bien où on va et qui on va élire. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Autre chose, il lance sa campagne et il lance aussi une espèce pas de sondage d'opinion, mais une marche qui est censée prendre la température du peuple français. Donc ça s'appelle les marcheurs d'Emmanuel Macron, qui ont pris la route à travers toute la France et qui vont comme ça remonter les informations à Emmanuel Macron, et comme ça il pourra avoir une idée de l'état de la France. Alors c'est assez surprenant pour quelqu'un qui est à la tête de Bercy, qui a avec lui les services secrets français, qui a avec lui toute l'administration des impôts, l'administration fiscale, et qui fait appel à des petits jeunes pour marcher en France et avoir une idée pour se faire une idée de l'état de la France. C'est complètement hilarant, c'est complètement débile, et il n'a pas informé le président de la République de cette initiative. Cet entretien pour moi a été la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Puis il lance un clip de son mouvement, un clip, comme on dit, feel good, c'est-à-dire un clip avec de belles couleurs, des gens qui sourient. Et puis ils nous ont mis tout le panel de la population dans lequel vous pouvez vous identifier. Il y a des vieux, des jeunes, des gros, des minces, il y a tout le monde. En gros, c'est une pub orange, quoi. Alors on va analyser le clip qui est en 3 parties. La première partie, c'est le constat. La France va mal. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier.
Deuxième partie, la France a du potentiel. Les gars, on n'est pas si nuls. Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Et troisième partie, votez pour moi. Alors on fait quoi? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. Et le tout se termine sur une vue de Paris au soleil couchant avec la signature d'Emmanuel Macron, voilà. Et je cours direct chez Orange m'acheter un nouveau forfait illimité. Bon, pour ce clip authentique et vrai, ne me dites pas que tous ces gens qu'on voit dans le clip ne sont pas français. Ah non, ne me le dites pas. Et paf, on me le dit. L'équipe authentique et vraie s'est servie dans plusieurs bases d'images prétextes étrangères. Puis alors dès le début, dès le deuxième plan. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Et paf, dès le deuxième plan, les trois personnes qui marchent sont autrichiennes. C'est marqué là, Austria, Autriche. Quand on écoute les Français... Déjà, ils parlent déjà allemand. Et puis alors, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le clip qui est censé parler de nous, de notre pays, de la France, des Français, on a du mal à en trouver des Français dans le clip. Allez hop, c'est parti, voici la France d'Emmanuel Macron. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus. Alors, elle est anglaise, la petite fille qui dessine est texane et le chef de travaux est américain. La suite, ces deux jeunes Français qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait deux Berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York et on le retrouve dans un clip de Raga. Quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans. On va faire un jeu. Concentrez-vous. Regardez bien cette séquence de Français comme vous, comme moi. Ces Français que veut Macron. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Bien retenu? Et maintenant, voici un clip du candidat américain Bernie Sanders. Provide living wages for working people. Ensure equal pay for women. I'm Bernie Sanders. I approve this message. Vous avez vu? Une même personne qui se retrouve dans un même clip politique aux États-Unis et en France. Bon, après la diffusion de son clip, sincère, authentique et vrai, retour sur scène avec Emmanuel Macron sous les applaudissements des spectateurs qui n'y ont vu que du feu. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Avec tous ces Américains, si ça réussit pas quand même... En France, l'affaire Alstom tourne au scandale d'État. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas empêché la vente de ce fleuron industriel? Retour en arrière. En avril 2014, quand on apprend que General Electric veut racheter Alstom, Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, est mis devant le fait accompli. Pourtant, Alstom n'est pas une entreprise comme les autres. Elle vit de la commande publique. C'est l'État qui l'a sauvée de la faillite 10 ans plus tôt. Pour Arnaud Montebourg, Patrick Cron, le PDG d'Alstom, l'a trahi. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement? Le défenseur du Made in France est furieux. Il veut empêcher la vente d'Alstom à General Electric. Il tente de trouver une solution européenne, un rapprochement avec l'allemand Siemens. Et surtout, il dégaine une arme inédite, un décret pour bloquer la vente. Il négocie le décret Alstom dans la confidentialité totale, c'est top secret, et ce décret Alstom, c'est une arme de dissuasion, parce que l'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par GE. Seulement,